Dominique Lolissotti. Oui, moi je voudrais simplement apporter un témoignage parce que les derniers débats, les dernières interventions pourraient laisser planer une certaine confusion. Je voudrais simplement témoigner que lorsque Corbu a été sollicité pour reconstruire la chapelle, on lui a donné un terrain qui est parfaitement situé et qui a produit d'ailleurs dans la deuxième version du rapport Rago comme un plan masse de très belle qualité qui fait partie des archives de la Fondation et qui précise bien que le terrain est très limité. Je ne crois pas qu'on puisse le projeter, mais vous verriez que Corbu était mission pratiquement impossible. Sauf que, il a été absolument fasciné par tout ce que l'on a dit et que tout le monde partage l'émotion du paysage, d'un point de vue comme d'un autre, au début ou à la fin de ce début de débat. Il a été témoigné que quand on vient de Belfort et qu'on voit la colline, on est complètement saisi. Et il y a ces deux fameux croquis que tout le monde évoque, et que Corbu a fait depuis le train Paris-Bâle, et qui situe exactement ce qu'on vient de voir là, c'est-à-dire il a planté le volume de la chapelle quasiment définitivement dans l'état où on le perçoit aujourd'hui, 50 ans plus tard. Or, Corbu, il s'est battu avec un plan très très étroit, mais magique, pour reprendre l'adjectif qui posait problème tout à l'heure. Magique parce qu'il avait déjà ce rideau d'arbres. Michel Corajou vous l'a situé tout à l'heure. Le rideau d'arbres sur lequel il a adossé, je dirais, l'espèce de fond ou de cul de cornet acoustique des phonographes de nos parents, pour faire en sorte que cette partie qui est un mur complètement aveugle traduise bien la manière dont il a saisi les deux fonctions essentielles de la commande. Chapelle votive, chapelle de pèlerinage. Chapelle votive, c'est l'art et la manière pour tout le monde, pour chacun d'entre nous, croyants ou pas croyants, de se retrouver dans un moment particulier avec soi-même, dans une intimité très forte, et c'est là la magie du résultat du travail extrêmement intense et long que Corbu a fait pour concevoir cette chapelle, où il nous fait rentrer à l'intérieur quand on a besoin de cette intimité, et où on trouve effectivement cette force qui vous saisit complètement et qui vous transfigure. Et puis, le programme de pèlerinage, où c'est à ce moment-là l'exubérance de la multitude. Et elle existe aujourd'hui. J'ai entendu évoquer ça au passé, mais venez le 8 septembre, venez à des endroits particuliers. Nous vous invitons. Cette chapelle vit des fonctions pour lesquelles elle a été conçue. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a pensé aussi, mais dans le cadre de cette petite limite territoriale dont il disposait, il n'en disposait pas d'une autre. Quand il dit, j'ai dit, pas d'auto à cet endroit. Vous avez vu à un moment donné la reproduction agrandie d'une carte postale que vous pouvez acquérir encore et qui est d'une vue aérienne qui se situe en 1955, l'année de l'inauguration. Et j'ai connu, comme d'autres ici, ce moment particulier. Or, c'était le doux bordel. C'était l'extraordinaire fête des moments de pèlerinage à 2000, 3000 personnes, avec les vendeurs de bondieuserie, etc. Mais on ne pouvait pas s'en séparer, puisqu'ils étaient tenus par des conventions de 99 ans. Donc la réalité des choses, c'est que Corbu a vu, par contre, que ce que son chauffeur avait fait souvent, c'est-à-dire avant l'inauguration, garer la voiture juste à la porte de la maison du chapelain, c'était pas possible. Et il a sorti ce qui a été évoqué tout à l'heure. C'est normal. Il a sorti quelque chose de simple. Corbu était un homme simple, pragmatique. Et il disait qu'il avait absolument besoin de monter ce chemin creux depuis le moment où on dépose la voiture à la fin de la route pour pouvoir monter dans les derniers pas cette pente extrêmement dure qui faisait que c'était magique, on faisait l'effort d'aller jusque là-haut. Donc je voulais vous dire ça parce que ça situe vraiment le moment où qu'il faut qu'on garde ensemble, tous ensemble, et je suis de la Fondation, puisque président de l'Association des Amis, nous sommes à travers cette association comme association de fondation, puisque Corbu, dans son testament, a demandé que la Fondation soit portée par deux piliers fondateurs, les représentants du ministre, le ministre étant représenté personnellement par un représentant permanent, François Goven, qui représente le directeur de l'architecture du patrimoine, et puis qu'il nomme
trois des membres du Conseil. Et statutairement, l'association des amis, qui était simplement l'association qu'il a demandé à ses amis qu'il avait côtoyés entre 1920 et 1965, chacun 5 ans, 6 ans, 10 ans, ça dépendait de la manière dont les rapports se développaient, et à qui il a dit, de façon prémonitoire, la Fondation va immanquablement diverger vers une attitude académiste, d'académie. Or, vous savez tous ce que Corbu a pu écrire sur l'esprit académicien et la manière dont il le refusait totalement, au point d'interdire à José Aubrery de faire ses études aux Beaux-Arts. Il a donc dit cela, il a dit « Vous serez les garants du fonctionnement de la Fondation si d'aventure la Fondation venait à avoir une vision académique de la chose vivante que je construis. » Et je crois qu'il faut simplement se dire « Oui, c'est formidable, nous avons une possibilité de sauvegarder le site dans ses fondamentaux. Oui, c'était important de faire en sorte que la présence vivante donne au bâtiment de Corbu la pérennité vivante auquel il aspire, puisqu'il n'a jamais imaginé construire pour des maisons vides. Il lui faut des maisons habitées comme l'usine de Saint-Dié pour construire, habitées pour prier comme les 3 œuvres d'art sacré qu'il a conçues, mais habitées pour habiter comme toutes les maisons qu'il a construites également. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Monsieur, ensuite Édith Girard, Michel Cagan. Bonjour, Karim Basbous, le visiteur. Je vais commencer par 2 observations avant de poser ma question, qui sera beaucoup plus brève que mon prédécesseur. Première chose, Monsieur Piano, vous faites partie de ces quelques architectes qui ne sont pas très nombreux, qui avaient la possibilité, à n'importe quel moment, de communiquer une information à toute la planète et de faire en sorte qu'elle circule très vite partout. Et vous méritez en grande partie une telle situation parce que vous avez signé des bâtiments remarquables. Deuxième observation, Ronchamp est un des bâtiments les plus photographiés du monde. Il n'y a pas un livre d'histoire de l'art où on ne tombe dessus, et même les personnes qui ne sont pas des architectes connaissent bien ce bâtiment. J'en viens donc à ma question, à partir de ces 2 observations, c'est que M. Piano, vous saluez habilement l'existence d'un débat public, autant que d'autres peuvent déplorer la date quelque peu tardive à laquelle il a finalement eu lieu. Ce décalage entre le processus juridique et le débat public est quelque peu regrettable ou dénonçable dès lors que l'on s'interroge sur quelles auraient été les véritables issues des autorisations demandées si le débat public avait eu lieu avant le processus juridique. On a un petit peu été pris en captivité et on est en train de tenter, certaines parties de la communauté architecturale dans le monde, parce que le monde entier est concerné par ce bâtiment. Il y a encore des architectes importants qui ont des agences qui signent des bâtiments très importants, des bâtiments publics et institutionnels dans le monde, qui il y a 2 semaines n'étaient même pas au courant. Or, vous savez bien, Monsieur Piano, que vous pouvez communiquer une information très vite à tout le monde. Pour quelle raison il n'y a pas eu un débat public largement diffusé avant que le processus juridique ne soit entamé à la manière du XIXe siècle? Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis un petit peu perdu. Vous me posez une question à moi. Pourquoi moi, je n'ai pas fait un débat? Absolument. La première chose qu'on a fait, et Jean-Jacques Virault l'a dit, c'est qu'on a demandé à la Fondation Le Corbusier d'avoir une réunion. On l'a eu chez nous. On a discuté. Évidemment, le courrier à l'intérieur de la Fondation, ça prend beaucoup de temps, parce que c'est seulement 9 mois plus tard que la discussion s'est ouverte. Alors, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous demandez à moi pourquoi je n'ai pas fait le débat, moi? Pourquoi? Je m'adresse autant à vous qu'à la Fondation Le Corbusier, à tous ceux qui avaient la possibilité de communiquer une information. Pourquoi vous me faites faute? Non, vous pouvez me faire faute que je ne suis pas assez bon, mais pas à cause de ça. Non, c'est en partie la question s'adresse à vous, ainsi qu'à tous ceux qui avaient l'opportunité, en temps et heure, de diffuser une information que le monde entier pouvait attendre avec beaucoup d'appétit. Attends, mais je réponds. Mais on parle du timing, Monsieur Piano, on ne parle pas de l'existence du débat, mais on parle du moment auquel il apparaît, le débat. On n'est pas seulement maudit, on a fait ce qu'il fallait faire. Tout simplement, il y a eu quelque chose qui s'est passé, Jean-Jacques. Oui. On l'a dit, personne n'a compris. Le débat a eu lieu, mais il a eu lieu en catimini.
Jacques Viraud. Juste un retour d'histoire. En 1789, la chapelle est vendue comme bien national à un négociant de Luxeuil. 10 ans après, en 99, il y a 40 familles de Ronchamp qui se mettent ensemble pour racheter ce bien national, pour restituer le pèlerinage. Et nous sommes les descendants de ces 40 familles. Et grâce à cette pérennité de ces 40 familles, la pérennité, c'est un mot que je peux utiliser là, peut-être, Monsieur Lambert, nous avons la chance assez extraordinaire d'avoir la chapelle Le Corbusier. C'est cette association qui explique que le lieu est privé. Et c'est grâce à ce lieu privé qu'on a eu la chance d'avoir ce miracle de la construction de Ronchamp. Et c'est parce que ce lieu est privé qu'on aura la chance d'avoir ce projet de Renzo Piano et de Corajou. Le Corbusier a senti peut-être beaucoup de choses, puisque par acte notarié, donc il nous a, par voie testamentaire, légué tous les droits à l'image et aux droits artistiques. Voilà. Donc, il nous semblait, nous, important de nous adresser à la Fondation pour nous adosser à une structure qui avait une reconnaissance par son aura intellectuelle, etc. Mais on ne s'attendait pas à être pris au coin du bois par... je suis désolé, vous dites... on a fait ça a paru dans les journaux, quand même, ce projet. À quelle date et par quel journal ? En mars 2006, j'ai envoyé une invitation au Monde, à Libération, au Figaro, et quoi d'autre encore ? Au Monde. Et compagnie, et les journaux locaux, évidemment, pour présenter le projet. Voilà. Exactement, le 6 mars 2006 a eu lieu la première conférence de presse. Édith Gérard.